La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Vivre une dépression ou un épuisement professionnel, particularités des diagnostics et enjeux pour les travailleurs, et les employeurs. Alors, ce webinaire vous est offert par le groupe Entreprises en santé en étroite collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. Mon nom est Danielle Germain, je suis coordonnatrice relations auprès des membres et fournisseurs pour le groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de Madame Laurie Kirouac, qui est notre conférencière invitée aujourd'hui. Madame Kirouac est professeure associée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheure au Centre d'action en prévention et réadaptation de l'incapacité au travail. Titulaire d'un doctorat en sociologie, ses intérêts de recherche portent sur la santé mentale, le travail et les transformations sociales. Elle a notamment publié l'ouvrage L'individu face au travail sans fin, sociologie de l'épuisement professionnel. Elle est aussi co-auteure du livre intitulé Stigmatisation, troubles mentaux en milieu de travail et dans les médias de masse. Alors, avant de commencer le webinaire, je vous invite à regarder à la droite de votre écran la plateforme en gris. Donc, c'est la plateforme qui va vous servir tout au long du webinaire pour poser vos questions sous l'onglet « Questions ». Alors, vous pourrez nous les transmettre par écrit et on prendra un moment à la fin de la présentation pour répondre aux questions qui auront été reçues. Je souhaite aussi vous informer que cette présentation, de même que l'enregistrement du webinaire, vous seront envoyés par courriel au plus tard demain. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Madame Kirouac. Alors, bon midi à toutes et à tous. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de faire cette conférence sur la thématique Vivre une dépression ou un épuisement professionnel, particularité des diagnostics et enjeux pour les travailleurs et les employeurs. Donc, ma présentation durera autour de 40-45 minutes et ensuite, je vous invite vraiment à me présenter vos questions et on pourra continuer ensemble la discussion pour un 10-15 minutes certainement. Alors voilà, je commence sans plus tarder. Vous l'aurez probablement vous-même remarqué dans vos milieux de travail, les travailleurs sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à s'absenter en raison d'un problème de santé mentale. Le plus souvent, ces travailleurs s'absentent en raison de troubles dépressifs, de troubles anxieux ou encore de troubles d'adaptation. Pour donner quelques chiffres, pour donner une idée un peu de la problématique, il y a quelques années, une grande enquête, l'enquête québécoise sur les conditions de travail, d'emploi et de santé et de sécurité du travail, la fameuse Écotest, a conclu que 18% des travailleurs du Québec présentent un niveau élevé de détresse psychologique. Cette même enquête a aussi montré, comme je l'indique sur le PowerPoint, que 7,4% des travailleurs souffraient de symptômes dépressifs liés au travail et que parmi ces travailleurs, près de 50% s'étaient absentés pendant 11 jours ouvrables ou plus durant l'année, tandis qu'ils étaient 25% environ à s'être absentés pour 60 jours ouvrables ou plus durant donc cette année. Ça, c'est du côté donc d'une enquête qui a été menée au niveau des travailleurs eux-mêmes, mais aussi il y a d'autres enquêtes qui ont été menées du côté des entreprises et qui donnent un peu le même son de cloche. Je vous cite ici en exemple un large sondage qui a été effectué en 2011-2012 par Towers Watson, donc un sondage effectué auprès d'un large échantillon d'entreprises canadiennes et américaines. Et ce sondage a permis d'établir notamment que les problèmes de santé mentale constituaient pour plus de 83% des entreprises sondées l'un des 3 principaux motifs des demandes de prestations d'invalidité de courte et de longue durée. Bref, on le voit bien, l'importance du problème des santé mentale au travail aujourd'hui prend une dimension très importante. Certains spécialistes parlent même d'un problème de santé publique au Québec. Et les spécialistes aussi n'hésitent plus donc à reconnaître que ce serait aujourd'hui tous les travailleurs, au fond, qui seraient plus ou moins à risque de vivre un problème de santé mentale au travail. L'exemple du burn-out, aussi appelé en français, épuisement professionnel. D'ailleurs, j'utiliserai donc ces 2 termes comme des synonymes parce qu'ils le sont. Donc, épuisement professionnel. Donc, l'exemple de l'épuisement professionnel est sur cette question assez intéressant, car si, en fait, auparavant, l'épuisement professionnel était surtout considéré comme étant l'affaire des travailleurs qu'on dit de la relation d'aide. Donc, les travailleurs de la relation d'aide, c'est qui? On pense aux infirmières, aux médecins, aux travailleurs sociaux. Donc, si jusque
grosso modo, jusqu'aux années 90, c'était surtout ces travailleurs qui étaient jugés à risque de burn-out. Eh bien, depuis les années 2000, de plus en plus de spécialistes reconnaissent que le burn-out est susceptible maintenant de concerner l'ensemble des travailleurs, et ce, quel que soit le contenu de leur activité professionnelle. Pour en énumérer que quelques-uns, donc de ces métiers, professions à risque. Donc, dans les pays industrialisés, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que les médecins souffrent de burn-out, les travailleurs sociaux, bien sûr, les infirmières, mais aussi les enseignants, les policiers, les membres du clergé, les agents carcéraux, les facteurs, les athlètes universitaires, les vétérinaires, etc., et j'en passe. Donc, je vous cite plusieurs études que donc j'ai eu l'occasion de répertorier dans la littérature. En fait, pour illustrer la diversité des catégories professionnelles qui sont aujourd'hui reconnues comme à risque de burn-out, donc pour illustrer cette diversité de métiers, j'aime bien citer l'exemple de 2 articles de journal parus à quelques mois d'intervalle en 2013 et en 2014 que j'ai eu l'occasion de trouver. En fait, le premier article est tiré du quotidien La Presse. Cet article nous apprenait qu'un prêtre œuvrant à la chapelle d'un hôpital de la ville de Sherbrooke avait dû s'absenter du bureau en raison d'un épuisement professionnel. Or, quelques mois plus tard, cette fois-là dans le quotidien Le Monde, donc le quotidien nous rapporte que plusieurs banquiers de la City à Londres étaient contraints au congé de maladie pour cause de stress excessif. Bref, l'image est un peu forte, est un peu rigolote, mais l'idée, c'est que vous l'aurez compris, l'idée, c'est de montrer que le spectre des travailleurs épuisés et désignés comme à risque de burn-out est de nos jours très, très large. Mais au fond, il y a lieu de se demander, lorsqu'on parle d'épuisement professionnel, de dépression, même de troubles d'adaptation, comme on le verra plus loin, de quoi au fond parle-t-on? Sans doute que l'un des premiers éléments qui est important de préciser au sujet de l'épuisement professionnel, c'est que contrairement à la dépression, l'épuisement professionnel n'existe pas comme tel en tant que diagnostic dans le DSM-5, dont vous voyez l'illustration. Donc le DSM-5 qui est le grand manuel de référence en psychiatrie, donc pour les psychiatres, mais aussi pour l'ensemble des professionnels de la santé. En fait, le diagnostic donc n'existe pas dans ce grand guide manuel diagnostic, et cela même si paradoxalement, en fait, à peu près tout le monde sait ce qu'est un épuisement professionnel, et aussi alors que à peu près tout le monde connaît au moins une personne dans son entourage qui a déjà fait un burn-out. Autre fait qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que même si l'épuisement professionnel n'existe pas comme tel, donc comme diagnostic dans le DSM, les études montrent que en fait beaucoup de médecins, y compris beaucoup de psychiatres, seraient touchés aujourd'hui par le burn-out. Certains travaux de recherche concluent même que les psychiatres, de par la nature même de leur activité professionnelle et le profil des patients qui sont amenés à rencontrer, donc les psychiatres seraient même plus exposés au risque de vivre un burn-out que les autres professionnels de la santé. Bref, même s'il n'existe pas en tant que tel comme diagnostic, en pratique, ce qu'on constate toutefois, c'est que parmi les individus qui, selon les échelles psychométriques, présentent un état associé à un stade plus ou moins avancé de burn-out, en fait, ces individus, en pratique, une bonne part d'entre eux reçoivent en clinique un diagnostic soit de trouble d'adaptation ou de dépression. Et ça, donc c'est un fait très intéressant et très important pour la suite. Donc, c'est d'ailleurs ce qui explique que, en pratique, on constate que il est pas rare de rencontrer des travailleurs en arrêt de travail qui se sont vus diagnostiquer une dépression majeure, mais qui, pour leur part, s'identifient davantage aux difficultés et symptômes associés au burn-out. Par exemple, une partie de ces travailleurs nous disent bon, moi, mon médecin a conclu à une dépression, mais moi, je considère vraiment avoir fait un burn-out. Donc, ce phénomène on peut appeler finalement d'une sorte de confusion là, qu'on semble constater dans l'usage des diagnostics, donc une confusion qui laisserait penser en quelque sorte que la dépression et le burn-out seraient jusqu'à un certain point interchangeables. En fait, donc, cette confusion n'est pas banale. En fait, en pratique, on constate qu'elle a des implications importantes, notamment sur les travailleurs.
car même s'ils se ressemblent sous plusieurs points, notamment dans le ressenti, le trouble d'adaptation, l'épuisement professionnel et la dépression ne renvoient pas tout à fait aux mêmes difficultés, ni même aux mêmes causes. En fait, pour faire une histoire courte, il est important de savoir, il me semble, que le rôle joué par les événements de vie et l'environnement où apparaît la pathologie occupe une place qu'on peut dire centrale dans le diagnostic du trouble d'adaptation. C'est d'ailleurs là une différence importante avec le diagnostic de dépression majeure, car dans le cas de la dépression majeure, l'importance accordée aux événements et à l'environnement est significativement moindre. Dans le cas de la dépression, en fait, c'est surtout la condition psychologique que l'on pourrait dire défaillante de l'individu qui occupe la plus grande place dans l'établissement des causes de la maladie. Tandis que dans le cas du trouble d'adaptation, tout en reconnaissant une certaine fragilité psychique du travailleur, il n'est pas rare que ce soit l'environnement de travail qui soit identifié comme ayant été la cause principale du trouble vécu. En gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les diagnostics les plus courants en matière de santé psychologique au travail ne reconnaissent donc pas tous dans la même mesure le rôle joué par l'environnement et les événements de vie dans leur dynamique d'apparition comme trouble de santé mentale. En fait, cette faute ou cette responsabilité, si l'on peut dire, mise davantage soit sur la condition psychologique dans le cas de la dépression majeure, soit sur l'environnement et les événements de vie dans le cas du trouble d'adaptation, se reflète sur la manière dont les travailleurs concernés se perçoivent et aussi se reflète aussi sur la manière dont ces travailleurs sont perçus par leurs collègues et supérieurs, notamment lorsqu'ils reviennent au travail une fois leur arrêt de travail terminé. Effectivement, en fait, ce qu'on remarque, c'est que il y a bel et bien des différences dans les significations sociales et dans les connotations que peuvent avoir le burn-out versus la dépression. Et on le remarque donc dans les différences de perception des travailleurs, mais aussi des collègues. Donc, première grande différence, donc les différences dans la perception qu'ont les travailleurs d'eux-mêmes. En gros, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui se disent en burn-out ou qui ont reçu un diagnostic de trouble d'adaptation ont tendance à faire peu intervenir les caractéristiques de leur condition psychologique quand on leur demande d'expliquer l'origine du trouble mental qu'ils vivent. Ces personnes se perçoivent en quelque sorte comme ayant craqué devant les difficultés de la vie et notamment celles vécues au travail. Tandis que du côté des personnes qui ont reçu un diagnostic de dépression, les travaux de recherche montrent que si ces personnes identifient d'une manière assez souvent en fait et assez volontairement le travail comme ayant été un foyer de difficultés ou de tensions importants, lorsqu'on les interroge, donc les personnes avec un diagnostic de dépression, ont néanmoins tendance à prendre sur leurs épaules la majeure partie de la responsabilité de la dépression qu'ils ont vécue. Donc, voilà une différence qu'on peut observer entre les deux diagnostics lorsqu'on se met à l'échelle des travailleurs qui sont concernés par les diagnostics. Une autre différence qu'on peut observer, c'est donc au niveau de la perception qu'ont les collègues et supérieurs des travailleurs, donc soit en burn-out ou soit en dépression. En fait, encore là, ce que les recherches tendent à montrer, c'est que avoir vécu un burn-out ou une dépression ne veut pas dire la même chose socialement parlant. En fait, ces deux problèmes de santé psychologique ont beau se ressembler dans leur ressenti et même dans leurs symptômes, il en demeure pas moins que leurs connotations sont, elles, bien différentes. C'est en tout cas ce que suggèrent les enquêtes qu'on a réalisées auprès de travailleurs en situation de retour au travail suite à un arrêt de maladie lié à des problèmes de santé mentale. En fait, ce que l'expérience de ces travailleurs nous montre, c'est qu'alors que la dépression évoque surtout, socialement parlant, la faiblesse de caractère d'un individu ou son incapacité à être à la hauteur et de fonctionner, pour sa part, le burn-out, lui, évoque plutôt un investissement de soi excessif au travail, c'est-à-dire dans une activité, au fond, noble, socialement bien vue, socialement valorisée. Pour vous donner un exemple, j'avais envie de vous parler justement du cas d'une travailleuse que j'ai rencontrée dans le cadre de travaux de recherche et parce que l'expérience de cette travailleuse me semble bien témoigne bien en fait de la différence de légitimité et d'acceptabilité sociale entre les étiquettes diagnostiques de dépression et de burn-out.
En fait, cette travailleuse raconte que durant son arrêt de travail, suite à un diagnostic de dépression majeure, elle a dû se rendre une fois au bureau, un peu à contre-cœur et comme on dit, la boule au ventre. Pardon. Et donc, elle a dû se rendre au bureau à la demande d'une personne des ressources humaines qui demandait à la rencontrer. Ce jour-là, sur son chemin, la travailleuse en question a croisé 2 cadres de son département. Elle raconte, et là je la cite, « Il y a 2 cadres qui sont passés et qui m'ont vu. Il y en a un qui s'est senti mal, à l'aise, et puis l'autre tout à fait correct. Il m'a dit, celui-là, « Comment ça va? Comment tu te sens? » Et moi, je lui ai dit, « Ah, ça n'avance pas vite, j'ai de la misère. » Et là, le collègue de lui répondre, « Tu sais, moi aussi, j'ai déjà fait ça, un burn-out. Burn-out, dépression, c'est pareil, mais burn-out, ça paraît mieux. Mais c'est exactement la même chose. Moi, je dis burn-out parce que ça paraît mieux, mais c'est une dépression que j'ai faite. » Et de elle de me dire par la suite, c'est vrai, il y a encore beaucoup de préjugés parce que si tu parles du vrai mot, la dépression, c'est associé plus vite à la santé mentale. Si tu parles d'un burn-out, c'est parce que la personne est dépassée par toutes sortes d'événements et c'est perçu d'une façon différente. Il y a moins de préjugés. C'est plus compris un burn-out qu'une dépression. Fin de la citation. Ainsi, en gros, ce que tend à montrer là, c'est l'expérience de cette travailleuse, c'est qu'au fond, encore aujourd'hui, il existerait plus de préjugés autour de la dépression qu'autour, par exemple, de l'étiquette du burn-out. Et qu'au fond, reconnaître qu'on a fait une dépression ou qu'on a reçu une étiquette de dépression, en fait, ça rendrait plus susceptibles les travailleurs de faire l'objet de stigmatisation et donc de connaître des difficultés liées à la stigmatisation dans leur milieu de travail. Et donc, de peur de faire l'objet de cette stigmatisation, certains travailleurs, donc comme le collègue cadre dont elle nous parle, useraient de certaines stratégies comme mentir sur leur vrai diagnostic, justement pour ne pas faire les frais de la stigmatisation crainte. Pardonnez-moi. Bref, tout ça pour dire que si dans la pratique, on observe donc, comme je l'ai dit, une sorte de confusion dans l'usage des diagnostics, donc dans l'usage des diagnostics de dépression versus troubles d'adaptation et épuisement professionnel. Donc, une confusion qui suggérerait que jusqu'à un certain point, ces diagnostics sont interchangeables. En fait, ce que les recherches montrent, c'est que tant cliniquement parlant que socialement parlant, en fait, tout indique que ces étiquettes diagnostiques ne s'équivalent pas du tout. Néanmoins, malgré tout ça, ça n'empêche pas que énormément de spécialistes et de plus en plus en fait d'experts s'intéressent à l'épuisement professionnel. Et on cherche à mesurer la prévalence de l'épuisement professionnel, même s'il ne fait pas partie du DSM-5. Je vous ai trouvé quelques chiffres aujourd'hui pour vous donner l'ampleur un peu du phénomène au Québec. Vous me pardonnerez d'avoir encore souvent les chiffres qui concernent un peu toujours les mêmes professions, mais c'est souvent finalement, on remarque souvent les mêmes professions, les mêmes métiers qui ont, en guillemets, la capacité probablement via des syndicats ou des autres professionnels de se payer des études pour quantifier le problème de la dépression chez eux. Il y aurait certainement beaucoup d'autres études à faire dans une panoplie d'autres métiers, mais bon, aujourd'hui, voici ce que j'ai pour vous. Donc, au Québec, ce qu'on constate, c'est qu'une étude qui a été menée auprès d'un large échantillon de médecins nous dit qu'en gros, aujourd'hui, ce serait 50% grosso modo des médecins, hommes et femmes, qui présenteraient un état avancé de burn-out. Une autre étude, cette fois-là menée au Canada, toujours sur un très large échantillon de médecins, montre encore une fois que ce serait un médecin sur 2 qui souffrirait d'un stade avancé de burn-out. Les infirmières, donc une étude qui a été menée dans 2 provinces canadiennes auprès de plus de 600 infirmières, a montré que 50% d'entre elles présenteraient des symptômes associés à un stade avancé d'épuisement professionnel. Enfin, au Québec, dans les dernières années, une étude a été menée auprès des enseignants et cette étude montre que donc auprès de 2000 étudiants, auprès de 2000 enseignants qui ont été sondés et parmi eux, 60% présentaient des symptômes d'épuisement professionnel au moins une fois par mois, tandis qu'ils étaient 20% au moins à en présenter une fois par semaine de ces symptômes.
Ainsi, on le constate, indépendamment du fait qu'il soit reconnu officiellement ou non dans le DCM5, les études montrent qu'une large partie des travailleurs seraient aujourd'hui en phase plus ou moins avancée d'épuisement professionnel. Or, face à des indicateurs aussi massifs de prévalence qui nous suggèrent au fond que les travailleurs seraient de nos jours très nombreux à souffrir d'épuisement professionnel, et ce, dans des catégories socio-professionnelles des plus diversifiées, allant, comme on l'a dit plus tôt, du vétérinaire aux facteurs, des médecins aux agents carcéraux, et j'en passe. Alors, face à des indicateurs aussi massifs de prévalence, quoi faire et que penser? À mon sens, c'est là où la sociologie peut apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Car la sociologie, en fait, permet de penser les racines d'un problème comme l'épuisement professionnel par-delà, si on peut dire, le cerveau, la psychologie ou les tensions intrapsychiques des individus. Autrement dit, plutôt que de chercher à cerner les types de personnalités qui seraient les plus à risque ou encore de se pencher sur les prédispositions génétiques qui seraient en cause, face à une quantité aussi impressionnante de travailleurs en souffrance et apparemment en position d'être à risque de burn-out, la sociologie préfère adresser la question suivante. Qu'est-ce qui, au travail et dans la société, aurait significativement changé dans les dernières décennies pour qu'autant de travailleurs soient aujourd'hui en détresse psychologique, voire même en phase avancée d'épuisement professionnel? Donc, c'est la question que je vous adresse aujourd'hui et c'est aussi à cette question que le reste de ma communication cherchera à apporter des éléments de réponse qui, j'espère, s'avéreront pour vous riches et propices autant à la réflexion qu'à l'action. Donc, qu'est-ce qui aurait pu changer dans les dernières décennies au travail et dans la société qui pourrait nous amener à mieux comprendre qu'autant de travailleurs aujourd'hui donc seraient en détresse psychologique et à risque de burn-out? En fait, ce qu'on remarque en survolant l'histoire, c'est que pendant longtemps, ce qui était surtout reproché au travail, c'était son caractère usant et fatigant pour le corps, et cela du point de vue des capacités physiologiques nécessairement limitées du travailleur. C'est surtout en fait la dépense musculaire et la fatigue ouvrière qui, à l'époque, préoccupent les observateurs sociaux, et ce jusqu'à environ la première moitié du 20e siècle. En fait, ce qui préoccupe à l'époque, notamment, c'est les contraintes de production qu'on dit associées au taylorisme. Donc, c'est quoi ces contraintes de production? En fait, c'est le travail parcellisé, les rythmes effrénés de production, les tâches répétitives et monotones. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler des difficultés du travail à cette époque. Donc, on constate que elles usent beaucoup et fatiguent une bonne part de la population ouvrière. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la souffrance au travail à l'époque n'était pas non plus exclusive aux ouvriers. En fait, dans mes travaux, j'ai eu l'occasion de retracer les grandes lignes de ce qu'on appelait autrefois le surmenage professionnel. Le surmenage professionnel, c'est quoi? À l'époque donc du milieu du 20e siècle, on définit le surmenage professionnel comme le résultat d'une fatigue résiduelle qui se caractérise par un état qu'on dit mal défini et avec des aspects et des causes multiples. En gros, on ne sait pas trop c'est quoi, mais beaucoup de travailleurs souffrent d'une fatigue résiduelle dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et donc, on parle de surmenage professionnel. J'ai mis une définition ici. En fait, on présente aussi le surmenage professionnel comme étant la conséquence d'une activité dont le rythme est exagéré et prolongé, sans moment de détente et donc sans possibilité de récupération réparatrice pour les travailleurs. En France, donc on retrouve notamment ce surmenage professionnel en France, chez les ouvriers, mais pas seulement. Le surmenage professionnel touche aussi les enseignants, les assistants sociaux, les médecins, les journalistes, les avocats, etc. On dira à l'époque que, en fait, le surmenage professionnel touche toutes les professions et tous les métiers, chez les citadins et chez les ruraux, et aussi toutes les classes sociales. On parle même à l'époque, en fait, d'un mal du siècle, tellement la prévalence du surmenage professionnel est élevée et inquiète. Pourtant, à peine quelques années plus tard, le surmenage professionnel va à peu près complètement disparaître de la littérature, et cela au même moment où on voit apparaître une autre pathologie du travail, vous m'aurez vu venir, le burn-out. Donc, on parle jusqu'aux années 70
du surmenage professionnel et à partir des années 70 apparaît la notion de burn-out, d'épuisement professionnel et qui nous est restée depuis. Bien sûr, à première vue, on pourrait être tenté de dire que ces deux pathologies du travail semblent similaires. Pourtant, lorsqu'on y regarde un peu plus attentivement, on remarque que, bien sûr, si ces deux pathologies du travail, en guillemets, partagent des caractéristiques communes, elles ont néanmoins des aspects qui les distinguent et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention. Donc, au niveau des difficultés du travail qui seraient similaires, en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans les deux cas, donc dans le cas autant du surmenage professionnel que dans celui du burn-out, les travailleurs se retrouvent en fait assaillis par une énorme fatigue qui les paralyse en quelque sorte et une fatigue qu'il leur faut absolument surmonter s'ils veulent reprendre leur activité professionnelle. Dans les deux cas aussi, les travailleurs se plaignent de conditions et de charges de travail éreintantes et qui sont souvent désignées attribuables, par exemple, au manque de ressources ou d'équipements ou encore à une organisation déficiente des tâches par la hiérarchie. Donc, ces difficultés liées à des conditions et des charges de travail éreintantes, on le retrouve autant chez les travailleurs en épuisement professionnel que chez les travailleurs en surmenage professionnel. Donc, voici une similarité importante, mais il y a aussi certaines différences qui les distinguent. En fait, ce qu'on constate, c'est que contrairement au surmenage professionnel, lorsqu'on les interroge, les individus en phase de burn-out se plaignent souvent de la pénibilité associée à la sensation d'envahissement du travail sur le temps habituellement réservé à leur vie professionnelle, à leur vie personnelle, pardon. Donc, cet envahissement du travail sur la vie personnelle, c'est quoi? Ben, en fait, c'est la sensation d'être envahi dans notre vie conjugale, la vie familiale, dans nos loisirs, en gros, sur tout ce qui est extérieur au travail. J'aimerais sur ce point attirer votre attention sur le fait que donc ce manque d'équilibre entre le travail et la vie personnelle a aussi été identifié comme l'une des principales causes de stress vécu par les employés dans le sondage mené par Towers Watson en 2011-2012 que je vous ai cité en début de communication. Donc ce sondage qui avait été mené auprès d'un large échantillon d'entreprises canadiennes et américaines. Donc dans ce sondage, le manque d'équilibre entre vie personnelle et vie au travail ressortait comme une cause de stress très importante. Donc, première différence et difficulté donc, qui différencie le surmenage professionnel et l'épuisement professionnel. Une autre différence qu'on remarque, c'est qu'à la différence du burn-out, les travailleurs en surmenage professionnel de l'époque étaient, oui, certes, épuisés, mais ils ne se plaignaient pas d'une sorte de vide existentiel, d'une amère déception, voire même d'avoir été trahis par le travail. Et alors qu'on voit ça souvent chez les individus qui ont vécu un burn-out. Par exemple, pour illustrer ce dernier point, peut-être vous-même l'avez-vous déjà observé dans votre entourage professionnel ou personnel, mais souvent les gens qui ont traversé un burn-out ressentent le besoin à un certain moment de leur processus de guérison ou de rétablissement. Donc, ces gens ressentent le besoin de revoir leurs priorités ou encore de reconsidérer la place que prenait le travail dans leur vie. Donc, ils nous disent, ah, moi, je me suis relevé, mais c'est fini, j'en donnerai plus autant dans mon travail, je vais plutôt m'investir dans ma famille, donc je vais faire autant d'heures, oui, mais je vais moins m'investir personnellement dans mon travail. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que si ces gens-là éprouvent le besoin donc de revoir leurs priorités et de restituer l'importance du travail, c'est aussi pour finalement assurer, retrouver une sorte de cohérence, si on pourrait dire, existentielle. Donc, pour ne pas perdre le sens de leur existence, ils préfèrent finalement de jouer sur un nouvel équilibre entre leur vie personnelle et le travail. Donc, et aussi pour éviter la sensation d'une crise existentielle. Donc, ce dernier point peut paraître peut-être anodin, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Car ce qu'on remarque, c'est que dès les premiers travaux sur le burn-out, donc les premières personnes à s'y intéresser ont finalement aussi remarqué cette composante un peu existentielle, identitaire dans le burn-out. Par exemple,
j'avais envie de vous de citer donc le cas de Freudenberger, qui est aussi souvent reconnu comme un peu le père du burn-out, ou en tout cas c'est un psychologue américain qui a été parmi les premiers donc à, à retracer, à décrire le symptôme d'épuisement professionnel. Donc Freudenberger s'intéresse à cette pathologie dès les années 70. Et donc, Freudenberger, dès les années 70, compare le burn-out pour le décrire à une sorte d'idéal déçu qui intervient, nous dit-il, lorsqu'on a épuisé ses ressources psychiques et mentales, généralement en s'évertuant à atteindre un but irréalisable qu'on se fixe ou que les valeurs de la société nous imposent. Il décrira également le burn-out comme un état de fatigue ou de frustration causé par le dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui n'a pas répondu aux attentes. Donc tout de suite, il me semble qu'on voit bien là la différence qui semble caractériser le burn-out versus le surmenage professionnel. Dans cette définition donc de l'épuisement professionnel, on sent bien que l'individu est oui épuisé physiquement, mais il est aussi ébranlé plus profondément dans ses valeurs, dans ses idéaux, au niveau du sens. Donc alors que dans la définition qu'on a donnée tout à l'heure du surmenage professionnel, cette dimension apparaissait beaucoup moins. C'était surtout le corps qui était vidé, épuisé, mais la subjectivité, le côté existentiel semblait, lui, pas atteint. Cette dimension ressort aussi d'une autre définition clinique du burn-out. Cette fois-là, c'est celle de Christiana Maslach, qui est aussi une autre psychologue américaine qui est reconnue comme une très grande spécialiste du burn-out. Dès les années 70, elle s'intéresse donc au burn-out et encore aujourd'hui, en fait, elle est toujours active en recherche. Donc, Maslach, dès les années 70, décrit l'épuisement professionnel comme étant un état émotionnel dans lequel le travailleur perd ses sentiments de positivité, de sympathie, son respect envers la clientèle, et aussi elle dira que c'est un état qui est associé à une baisse du sentiment d'accomplissement personnel au travail. Donc encore là, toute cette dimension subjective d'une déception très intime du travail ressort chez Maslach. Donc, si on récapitule, pardon, un tout petit peu. Donc, on a dit jusqu'ici que lorsqu'on étudie l'épuisement professionnel, en fait, ça nous permet aussi de se rapprocher de l'expérience que les individus font du travail aujourd'hui et notamment de ses difficultés. Et qu'est-ce qui ressort? En fait, on constate donc que les individus en phase de burn-out se plaignent de conditions et de charges de travail éreintantes. Ils se plaignent aussi d'un sentiment d'envahissement de la vie personnelle par le travail, des difficultés liées à la conciliation du travail et de la vie personnelle. Et aussi, leurs difficultés laissent penser qu'ils seraient sujets à une sorte de crise existentielle, entre guillemets, quand ces individus constatent que le dévouement personnel déployé au travail ne leur procure pas en retour l'épanouissement personnel ou l'accomplissement personnel pourtant attendu. Donc, une fois qu'on a extrait, si on peut dire, un peu les grandes difficultés qui seraient caractéristiques de l'expérience que font les individus en phase de burn-out aujourd'hui au travail, donc lorsqu'on a extrait ces difficultés, on peut poser la question suivante. Comment expliquer finalement que ces difficultés du travail et ces définitions cliniques du burn-out de Freudenberger et Maslach notamment coïncident avec l'expérience que de plus en plus d'individus font du travail de nos jours? Autrement dit, comment se fait-il qu'autant d'individus se reconnaissent donc dans ces difficultés du travail et aussi comment se fait-il qu'autant d'individus se reconnaissent dans les définitions du burn-out aujourd'hui? Pour le dire encore plus clairement, il s'agit de se demander finalement qu'est-ce qui fait qu'un travail qui suscite d'un côté le dévouement personnel et qui en retour a tendance à trop empiéter sur la vie personnelle et à ne pas déboucher sur l'épanouissement personnel recherché, comment se fait-il que une telle expérience soit vécue comme aussi souffrante par les individus au point de bouleverser le sens de leur existence?
Et ce, comme on l'a vu plus tôt, en fait, comment cette expérience donc rencontre le vécu de travailleurs issus d'une panoplie de métiers et de professions et qui occupent tous les barreaux de l'échelle socio-professionnelle. Donc, comment expliquer que autant d'individus soient concernés par ces difficultés et qu'ils se reconnaissent donc dans les définitions du burn-out? Évidemment, il s'agit là d'une question donc très large, vous en conviendrez, et évidemment aussi plusieurs transformations sociales qui touchent le travail sous ses multiples dimensions sont probablement en jeu pour répondre donc à une question aussi large. Pour ma part, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de deux grandes transformations qui, à mon sens, interviendraient pour mieux comprendre les difficultés du travail aujourd'hui. Donc, deux grandes transformations. La première, ça sera au niveau des exigences du travail et la deuxième, se traitera des attentes des individus à l'égard du travail. Donc, première grande transformation qui nous permettrait de comprendre donc les difficultés du travail aujourd'hui. Donc, première grande transformation que j'ai appelée l'intensification de la mobilisation subjective, nouvelle exigence du travail. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au Québec, comme dans plusieurs autres pays industrialisés d'ailleurs, beaucoup de transformations sont intervenues là, dans le monde du travail, surtout à partir des années 90, donc il y a eu une accélération. Ces transformations touchent, entre autres, les secteurs industriels et aussi beaucoup le secteur des services. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ces transformations aussi ont laissé la place à des nouveaux modes de production et qui finalement caractériseraient beaucoup de milieux de travail aujourd'hui. Qu'est-ce que ces modes de production ont en commun? En fait, ce qu'on observe, c'est que ils ont tendance à combiner deux choses. D'un côté, on observe une sorte de renforcement de la standardisation, notamment pour répondre aux besoins de traçabilité des activités professionnelles. Mais en même temps, en même temps que cette tendance plus forte à la standardisation, on observe aussi que ces modes de production misent de plus en plus sur la créativité, la polyvalence des travailleurs. En fait, elles misent de plus en plus sur ce qu'on pourrait appeler on appelle souvent les soft skills, donc sur les capacités interpersonnelles des travailleurs, les capacités liées à leur trait de personnalité, leur sens d'initiative, leur créativité, leur autonomie, leur intelligence émotionnelle. En effet, parfois on va parler de nouveau management, on va parler du modèle post-taylorien ou encore du modèle organisationnel participatif. Peu importe, en fait, ce qu'ont en commun, donc l'ensemble de ces modes de production, me semble-t-il, c'est le fait de miser de plus en plus, donc non plus strictement sur des compétences professionnelles et techniques au sens strict et en termes de savoir-faire, mais ces modes de production donc misent de plus en plus donc sur ces fameuses soft skills par opposition donc aux hard skills qui étaient plus associés aux compétences techniques et professionnelles des individus. Bien sûr, les hard skills sont toujours au rendez-vous, elles sont toujours importantes, mais de plus en plus, donc, on observe cette nécessité pour les employés d'avoir de bonnes soft skills et d'ailleurs, une bonne partie aujourd'hui de la productivité passerait par ces fameuses soft skills. Or, ces soft skills, ce sont des compétences un peu particulières et ce qu'on remarque, c'est qu'elles reposent beaucoup sur l'investissement de la subjectivité des travailleurs, donc sur une mobilisation subjective qui serait accrue dans le procès de travail, dans les procédés de production. Et donc, cette transformation se traduit, me semble-t-il, par un déplacement des exigences physiques vers des exigences de plus en plus mentales et même émotionnelles pour un grand nombre de travailleurs. Donc, ça, c'est la première transformation que j'avais envie d'aborder avec vous. Deuxième grande transformation qui est liée à la première, en fait, c'est qu'on observe que si d'un côté, les employeurs cherchent à mobiliser la subjectivité des employés peut-être beaucoup plus qu'avant. De l'autre côté, les travailleurs aussi veulent se mobiliser disons, des capacités subjectives beaucoup plus peut-être qu'avant dans leur travail.
En fait, ce qu'on remarque, c'est que cette mobilisation subjective fait aujourd'hui partie des attentes que beaucoup de travailleurs ont à l'égard du travail. Plus précisément, en fait, les enquêtes nous montrent que c'est désormais une majorité d'individus qui donc disent dans les enquêtes attendent du travail des rétributions qu'on pourrait appeler expressives ou ce que d'autres appellent une rémunération intrinsèque du travail. Donc une rémunération intrinsèque qui prend la forme souvent d'une attente d'épanouissement personnel par le travail, d'un développement de soi au travail, d'une reconnaissance, d'une activité qui soit en lien avec ce qu'on est, qui nous corresponde, qui soit intéressante, et donc qui est toujours en lien avec une mobilisation subjective très forte dans le travail. À titre d'exemple de ces études, une analyse réalisée au début des années 2000 par des chercheurs qui ont utilisé des données de Statistique Canada montre que les salariés canadiens aujourd'hui investissent le travail de préoccupations multiples, mais parmi ces préoccupations, on retrouve en tête de liste le fait d'avoir un travail intéressant et d'avoir la possibilité au travail de ressentir l'accomplissement personnel, professionnel et de développer une bonne communication avec les collègues de travail. Et donc, ces préoccupations, chez une majorité de salariés canadiens, arrivent même devant d'autres préoccupations plus classiques, que l'on pourrait dire économiques et matérielles, que sont, par exemple, le bon salaire et la sécurité d'emploi, ainsi que les avantages sociaux. Donc, les préoccupations dites plus expressives, liées à un épanouissement au travail, d'un travail intéressant, arrivent un peu avant les préoccupations en termes de salaire et d'avantages sociaux et de sécurité d'emploi. Bien sûr, encore ici, il s'agit d'une nuance importante à apporter. C'est pas que les gens ne se soucient plus de bien gagner leur vie ou d'avoir des avantages sociaux, sauf que les attentes en matière de rémunération intrinsèque ou de rétribution expressive tendent à gagner du terrain dans les dernières années et même à devancer quelque peu les autres attentes plus matérielles vis-à-vis du travail. Une deuxième étude qui rapporte un peu le même phénomène, elle a été cette fois-ci menée au Québec auprès d'un échantillon représentatif de travailleurs. Et dans cette étude, en fait, on rapporte que ce serait 58% des travailleurs, et cela indépendamment de leur âge et de leur statut économique. Donc, 58% des travailleurs qui rapportent que ce qui est le plus important pour eux, c'est la finalité, c'est la nature même de l'expérience vécue au travail et donc, c'est-à-dire les occasions de développement personnel, de reconnaissance, de la création de liens riches avec les autres ou encore le vécu d'une activité signifiante. Bref, encore ici, dans cette étude, on voit que c'est vraiment les rétributions expressives associées au travail qui deviennent de plus en plus intéressantes pour une majorité de travailleurs québécois. En gros, pour résumer cette transformation, donc on pourrait dire qu'on assiste dans la période actuelle à un déplacement donc des attentes reliées au travail. En fait, les possibilités en termes de rétribution expressive seraient devenues au moins aussi importantes, voire sinon plus importantes, que les possibilités de rétribution matérielle pour une majorité de travailleurs aujourd'hui. Donc, d'où l'idée ici d'un déplacement des attentes matérielles vers des attentes qui seraient aussi, voire de plus en plus expressives. Donc voilà les deux transformations dont je voulais vous parler et on pourra en rediscuter plus longuement plus tard. Mais donc pour récapituler, et donc quel lien finalement à faire entre ces transformations du travail dont je viens de vous parler et de l'autre côté, comment expliquer les liens donc entre ces transformations du travail et la montée des problèmes de santé mentale au travail comme l'épuisement professionnel. En fait, tout suggère, il me semble que les déplacements observés au niveau donc des exigences du travail, qui sont désormais plus axés sur les capacités interpersonnelles et mentales des individus, et même émotionnelles. Donc,
il y aurait un déplacement là. Il y aurait un déplacement aussi au niveau des attentes qu'ont les individus à l'égard du travail. Donc, tout porte à penser que ces deux déplacements participent à exposer les travailleurs à des nouveaux risques pour leur santé. D'ailleurs, il n'est pas anodin, il me semble, de constater que de plus en plus, à l'heure actuelle, on parle de risques psychosociaux du travail. Et cela, à mon sens, témoigne bien de toute l'importance prise par la composante mentale, psychologique, des difficultés éprouvées par les travailleurs dans les milieux de travail aujourd'hui. Bien sûr, s'il concerne à peu près l'ensemble des travailleurs qui sont exposés à différents degrés, ces risques psychosociaux n'évoluent pas, bien sûr, pour tout le monde en détresse psychologique et encore moins en burn-out. En fait, à la lumière de ce que je viens de vous exposer, il me semble que tout porte à penser que pour une partie des travailleurs, le travail constitue bel et bien l'occasion de gratification personnelle, de rétribution expressive importante et aussi le travail deviendrait finalement la voie privilégiée de leur épanouissement personnel. Toutefois, ce qu'on constate aussi, et ce que les données suggèrent, c'est que pour une autre partie des individus, lorsque le travail d'un côté exige une mobilisation subjective importante, mais qu'en bout de ligne, le travail ne leur procure pas les rétributions expressives ou les possibilités d'épanouissement personnel attendues en retour de cet investissement subjectif, ben, il est bien facile d'imaginer que cette situation puisse s'avérer difficile, voire même excessivement souffrante à vivre pour certains d'entre eux. D'ailleurs, nous l'avons vu, le burn-out est précisément décrit comme une profonde et amère déception face à un travail qui n'a pas su répondre aux attentes, et ça, en dépit du dévouement personnel déployé par les travailleurs. Donc, à mon sens, est-ce que finalement, ça serait pas là une certaine clé pour mieux comprendre ce qui se joue finalement dans l'expérience du burn-out lorsqu'on on observe finalement cette intensification lorsqu'on observe l'intensification de la mobilisation subjective qui se joue aujourd'hui dans les milieux de travail, qui est attendue tant des milieux de travail et des travailleurs, et qui m'amène finalement à poser la question si s'accomplir personnellement au travail et vivre un épuisement professionnel ne serait pas finalement les deux pôles d'un même phénomène, soit l'intensification de la mobilisation subjective au travail. En fait, je terminerai sur un dernier point, en fait, en disant que cette manière particulière, donc, que je vous propose de lier entre elles les transformations du travail et le vécu difficile des travailleurs aujourd'hui, en fait, cette manière particulière de lier les transformations du travail au vécu des travailleurs fait écho aux plus récents travaux menés surtout par des psychologues sur l'épuisement professionnel dans les dernières années. En fait, ce qu'on remarque, c'est que contrairement aux premiers travaux qui expliquaient le burn-out par l'implication trop forte des travailleurs donc au travail, contrairement à ces premiers travaux, les travaux qui sont menés surtout depuis les années 2000 envisagent plutôt le fort engagement de soi au travail, à la fois comme un déclencheur de la pathologie, mais aussi comme son strict opposé. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'après les plus récents travaux qui sont menés sur le burn-out, engager énormément de soi dans son travail mènerait autant à la santé mentale au travail qu'au burn-out. Voilà. Donc, j'arrive à la conclusion. Je pense que je respecte mon temps. Alors, c'est très bien. Donc, quoi retenir pour poursuivre la réflexion et l'action? Bon, je dirais d'abord qu'à la lumière de ce qui a été dit, il me semble qu'il y a lieu de se demander si le fait de diagnostiquer, comme c'est le cas à l'heure actuelle, surtout des dépressions plutôt que des cas d'épuisement professionnel, ne participerait pas à cacher la forêt derrière l'arbre, comme on dit. Au sens où se pourrait-il que le fait de ne pas reconnaître l'épuisement professionnel comme un diagnostic à part entière dans le DSM-5 et donc de ne pas mettre l'épuisement professionnel et la dépression sur un même pied d'égalité cliniquement parlant, est-ce que ça pourrait que, en faisant cela, peut-être est-ce qu'on contribue à ce que collectivement, on se préoccupe moins de comprendre et d'apporter des réponses adéquates aux nouvelles difficultés du travail, aux nouveaux risques que ces difficultés signifient pour la santé des travailleurs?
En plus, comme d'ailleurs le constate Christiana Maslach, la grande spécialiste américaine du burn-out, il y a lieu de penser que tant que en fait l'épuisement professionnel ne fera pas l'objet d'une reconnaissance officielle dans le manuel DSM-5 de la psychiatrie, tant que donc cette reconnaissance n'arrivera pas, il y a lieu de penser que les personnes dont tout indique qu'elles souffrent pourtant de ce problème de santé, donc qu'elles souffrent de burn-out, donc ces personnes continueront à avoir de la difficulté à recevoir les soins et services spécifiques qu'exige pourtant leur état de santé. Donc, pour autant, donc il me semble que effectivement, s'il y a toujours un retard, il me semble dans la reconnaissance du diagnostic d'épuisement professionnel, il en demeure pas moins que je trouve que ce retard ne devrait pas empêcher en parallèle les acteurs de la prévention primaire de trouver d'ores et déjà les moyens d'offrir des réponses adaptées aux difficultés des travailleurs. Par exemple, on l'a vu, face à un travail souvent vécu comme trop envahissant, bien des travailleurs demandent aujourd'hui à pouvoir bénéficier de mesures favorables à une meilleure conciliation travail-vie personnelle. Et j'attire ici votre attention sur le fait qu'une meilleure conciliation travail-vie personnelle et pas juste travail-vie familiale. D'ailleurs, la question de l'encouragement de ces mesures a fait partie des plateformes électorales de l'ensemble des partis aux dernières élections provinciales au Québec. À mon sens, je pense que ces mesures de conciliation travail et vie personnelle gagneraient à être envisagées comme protectrices pour la santé mentale des travailleurs et devraient se multiplier. J'irais plus loin. Je pense qu'il faudrait encourager la pratique de hobbies, du loisir, de l'engagement civique, social, et non pas seulement pour faire passer le stress du travail, mais aussi parce que l'épanouissement de soi peut passer par autre chose que le travail. Le travail le permet, mais pas seulement. Enfin, je terminerai en disant que les enquêtes montrent également que les horaires souples et les emplois du temps pas trop chargés se montrent aussi très, très bénéfiques pour la santé mentale des travailleurs. Voilà, c'est ce qui complète pour moi. Parfait, merci beaucoup, Madame Kerouac. C'était vraiment très intéressant comme présentation. Ça porte à réflexion aussi sur bien des thèmes là liés à notre sujet d'aujourd'hui. On passe donc à la période de questions. Je vous invite donc à poser vos questions là, par l'intermédiaire de la plateforme avec l'onglet questions. Voilà, donc on en a reçu déjà quelques-unes. Donc, Madame Kerouac, on demande, une participante demande en fait, est-ce qu'on devrait traiter l'épuisement professionnel de façon différente en fait de la dépression? Merci pour la question. C'est ça, la question du traitement, je ne sais pas si on réfère à un traitement clinique, psychologique ou un traitement social. Oui, ben en fait, peut-être que je peux y aller directement parce qu'il y avait une sous-question aussi à sa question, en fait, par rapport aux mesures de réadaptation qui peuvent être mises en place pour favoriser le rétablissement d'une personne en arrêt de travail, donc suite à un épuisement professionnel. Alors, donc peut-être à ce niveau-là, oui, voilà. Très bien. Ben en fait, moi c'est ça. J'ai un regard de sociologue, mais je suis aussi un chercheur en réadaptation au travail. Je pense que peut-être que l'élément, surtout à ne jamais perdre de vue, c'est que l'épuisement, face à un épuisement professionnel, bien évidemment, il y a probablement des difficultés qui ont été liées au travail. Pour le travailleur qui a été concerné donc par le diagnostic. Donc, avant que le diagnostic intervienne, ben, il y a eu tout un ensemble de difficultés et que probablement que beaucoup de ces difficultés, une bonne part de ces difficultés étaient liées à l'activité de travail et que donc, lorsque le travailleur revient au travail, je pense qu'il faut éviter que ces difficultés soient un peu tabous, mais que vraiment prendre la peine de discuter avec lui des difficultés qui auraient pu participer finalement à sa détresse, voire même à son épuisement professionnel, d'en discuter à bâton rompu, essayer de trouver des aménagements, des modulations possibles dans l'activité afin que justement prévenir que cela se reproduise à tout prix. Et donc, oui, je pense que surtout la chose à faire, c'est de ne pas avoir peur de questionner l'activité de travail et ces dimensions qui ont pu être difficiles pour le travailleur lorsqu'il revient au travail notamment. Parfait. On avait une autre question, en fait, plus une petite question de précision. Qui met à jour le DSM?
Ah, c'est le DSM. Ben, en fait, on est au DSM 5, donc c'est sur des années. Il y a des espèces de comités de psychiatres experts qui se réunissent pour comment dire, pour discuter des points améliorés, des mises à jour nécessaires, etc. Et donc c'est en débattant ils en viennent à des sortes de consensus cliniques et ensuite ils procèdent à des mises à jour. Et c'est ce qui fait en sorte justement que on voit successivement dans les différentes versions des DSM donc des troubles s'ajouter et d'autres disparaître. Et donc, par exemple, l'homosexualité était il y a encore quelques années un trouble répertorié dans le DSM. Aujourd'hui, il n'en fait plus partie. On est bien content d'ailleurs parce que et donc il y a des troubles qui s'ajoutent, il y a des troubles qui se retirent, il y a des troubles qui sont reconfigurés. Mais bref, c'est donc des groupes psychiatres experts qui se penchent là-dessus en comité de travail. Parfait, merci. Une autre question portant en fait ici sur les gestionnaires. En fait, est-ce que vous avez des études récentes qui portent sur la situation des gestionnaires? La situation au niveau du burn-out ou dans leur comment dire dans leur mission d'accompagner les gens qui reviennent suite à un problème de santé mentale? C'est pas précisé dans la question, mais je pense que ça serait plus au niveau de leur propre situation de santé mentale. Donc, Ben voilà. Ben, oui. je pense que au niveau des gestionnaires, j'ai malheureusement rien croisé récemment, même dans les dernières années dans la littérature. Peut-être que ça existe, euh, mais souvent, c'est ça, c'est ce qu'on remarque, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent les mêmes professions qui ont en guillemets les moyens matériels et financiers d'aller chercher des études pour un petit peu mesurer la prévalence du burn-out dans leur propre profession. Donc, les autres professionnels peuvent s'en occuper, les syndicats peuvent s'en occuper, mais lorsque, par exemple, il y a des corps de métier qui n'ont pas nécessairement une représentation collective, qui n'ont pas nécessairement un collectif qui les représente, alors là, c'est moins évident de pouvoir commander des études et de les financer, mais on remarque que c'est quand même possible. Parfois, on peut solliciter des chercheurs, etc. Puis, on peut en collaborer dans la réalisation d'une étude comme celle-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça existe. Et donc, si ça n'existe pas, il y aurait moyen pour les gestionnaires d'aller chercher des études comme celle-là. Et aussi, l'autre chose à mentionner, c'est que c'est pas parce que les études n'existent pas que le burn-out n'existe pas chez les gestionnaires. Donc, il y a une disparité dans la visibilité des troubles, étant donné les contraintes liées aux recherches, comme je viens de vous expliquer. Absolument. Puis j'ajouterais aussi à vos précisions que pour le bénéfice de nos participants aussi, que notre dernier webinaire de la série de ces webinaires avec la Commission de la santé mentale du Canada, qui aura lieu au mois de février, le thème annoncé en fait sera sur la situation des gestionnaires justement. Alors on pourra bonifier là lors de cette présentation-là. Le temps file. Je prendrai une dernière question que l'on a reçue. Donc, on parle, la personne en fait parle de face au flou qui entoure les évaluations en milieu de travail, des compétences justement de soft skills auxquelles vous faisiez allusion dans votre présentation. Quel lien est-ce que vous faites entre le harcèlement psychologique au travail comme risque psychosocial et le burn-out? Ah oui, ben certainement que l'harcèlement psychologique au travail, je veux dire, peut mener certains individus à souffrir de burn-out et avec les soft skills, je sais pas quel lien pour le moment, mais en tout cas, tout ce que j'observe aussi, c'est que certains milieux de travail prennent leurs responsabilités face à ce risque-là et peut-être le saurez-vous plus que moi, mais dans certains milieux de travail, lorsque il y a plus que un certain nombre d'employés qui tombent en burn-out, en fait, par exemple, au-delà de 3, 4, 5, là, disons, la gestion demande à ce qu'il y ait une espèce de retour sur le gestionnaire qui est en charge de ces employés-là, et pour être sûr que justement, est-ce qu'on n'est pas en situation d'harcèlement psychologique qui serait donc camouflé sous des cas de burn-out, et donc on cherche absolument à éviter que l'harceleur, finalement, s'il y en a un, je veux dire, ne déclenche pas toute une série de cas de burn-out et que lui, finalement, ne soit jamais pointé du doigt.
Donc, et ça, je pense que ça m'apparaît essentiel. Donc, non pas seulement de lier l'un à l'autre, c'est-à-dire que le S seulement cause le burn-out, mais aussi d'essayer que ce ne soit pas le cas et de trouver la source d'une manière ou d'une autre pour éviter justement une explosion de cas de burn-out. Parfait. Puis, Voilà. j'irai avec une dernière question parce que je trouve que elle terminerait bien ce webinaire, même si on déborde d'une petite minute. On a encore beaucoup de participants qui sont avec nous, qui sont restés en ligne avec nous. La dame pose la question, elle dit donc, est-ce qu'il y a un véritable espoir pour que la situation s'améliore? Vous nous avez fait un parcours un peu historique aussi dans votre présentation. Est-ce qu'on peut terminer avec une note d'espoir sur une intervention ou une façon dont, justement, avec lesquelles on peut se prendre en charge autant individuellement que dans nos organisations? Comment on peut faire pour tendre vers cette note d'espoir? Ben, peut-être ce qui est intéressant avec justement des analyses qui osent questionner l'histoire, c'est qu'au fond, en questionnant l'histoire, on se rend compte que le travail a toujours fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Oui, le travail est source comporte aussi des avantages et des sources de satisfaction, mais le travail aussi a toujours été associé à certains types de difficultés, certains types de souffrances. Maintenant, il faut les remettre en perspective, les remettre en contexte parce que la manière dont le travail fait souffrir évolue. Et donc, c'est important de se tenir au fait et de se tenir à jour de cette évolution pour être capable d'apporter des correctifs qui soient finalement adéquats et qui soient finalement en phase avec la nature des difficultés vécues au travail. Et je pense que pour l'avenir, je pense qu'il faut oser justement nommer les transformations qui sont en cours et les difficultés qui peuvent être associées aux transformations du travail en cours, afin que justement collectivement on s'en rende compte, qu'on puisse dans les milieux de travail apporter des solutions, des mesures correctives et surtout et pour éviter que finalement chaque travailleur soit pris lui-même avec ses propres difficultés sans avoir finalement la lecture pour comprendre que c'est quelque chose d'éminemment social et que c'est des difficultés dont il n'a pas à être à se culpabiliser seul dans son coin, mais vraiment que ces difficultés-là concernent un ensemble d'individus aujourd'hui et que plus on en parle, moins c'est tabou et plus collectivement on peut développer donc les correctifs appropriés. Donc je pense que il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire et aussi de la recherche doit contribuer aussi à rendre visibles ces nouvelles difficultés du travail pour espérer des milieux de travail plus sains et voilà pour l'avenir. Excellent. Ben merci beaucoup. Vraiment, c'est très riche. On aurait pu continuer à en parler vraiment pendant très longtemps. Alors, je vous remercie donc encore une fois, Madame Kirouac, pour vos éclairages, votre présentation. Merci à tous les participants aussi pour vos questions, votre contribution. Donc, si vous souhaitez, en fait, là, en apprendre davantage sur la santé globale en milieu de travail, donc on va juste passer à la prochaine diapositive. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la santé globale en milieu de travail, donc on vous invite à consulter donc les sites là, qui apparaissent à l'écran. Je vous rappelle aussi que ce webinaire, là, comme je le mentionnais tantôt, donc est le deuxième d'une série de 4 webinaires sur la santé mentale et ses enjeux en milieu de travail. Les prochains vont avoir lieu en novembre et en février. Alors, je vous invite à rester à l'affût des communications du groupe Entreprises en santé et de la Commission de la santé mentale du Canada pour avoir plus d'informations et vous inscrire au prochain webinaire. Et enfin, si vous avez d'autres questions sur le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez joindre Madame Kirouac à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Vous avez également les coordonnées de la Commission de la santé mentale et du groupe Entreprises en santé pour toute autre question. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, ne vous en faites pas. En fait, vous allez recevoir la présentation ainsi que le lien pour l'enregistrement du webinaire, donc au plus tard demain. Alors sur ce, je vous remercie à nouveau à tous et toutes et vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.